Rappel, j'ai un espace vectoriel normé de dimension finie D supérieur ou égal à 1 avec une norme n, une base, là les composantes de Fn, hein, d'accord, qui va de 1 à b vers E et une fonction. Voilà. Et n appartient à n, donc j'ai une suite de Fn. 1, quel que soit x appartenant à AB, dire ça, Fn de x tend simplement vers f de x, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x égale f de x, ça équivaut à dire ça. C'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de fnj de x égale fj de x. Quel que soit j. Et, petit 2, dire que Fn converge uniformément vers f, ça équivaut à dire que chacune des composantes, fnj, enfin la suite des composantes, converge uniformément vers fj, quel que soit j. Démonstration. Kn égale n infini. Donc n infini c'est ça. Donc supposons qu'on est là, que Fn de x tend simplement vers f de x. Ça se traduit comme ça. Donc je vous laisse voir, c'est évident. Donc on obtient facilement que chaque Fnj de x tend vers fj de x quand n tend vers plus l'infini. Inversement, si on suppose ça, bien, quel que soit epsilon positif, il existe un nj. Tel que ça marche. On prend le plus grand des nj et n supérieur à n implique que l'on a ça, d'accord? Et donc le sup aussi, puisque les j sont nombres finis. Et donc n infini de fn de x, moins f de x inférieur à epsilon, donc fn de x tend vers f de x. Si n est une norme quelconque, on a deux réels alpha bêta positifs tels que ça. Donc comme on a ça, eh bien on a ça en remplaçant epsilon par alpha epsilon. Et du coup n infini qui lui est inférieur à 1 sur alpha n, d'accord, va être inférieur à epsilon. Et donc fn de x tend simplement vers f de x pour n infini. Maintenant, si fn de x tend simplement vers f de x pour n infini, alors là, je peux le traduire comme ça, cette fois-ci je mets ça. Et du coup, n qui est inférieur ou égal à bêta n infini va être inférieur à ça, donc je vais avoir ça, inférieur à epsilon. Et donc fn de x tend simplement vers f de x pour la norme n. Maintenant, la convergence uniforme, c'est la même démonstration, sauf qu'au lieu d'être avec x fixé, là c'est vrai, quel que soit x appartenant à AB. Donc ça se traduit comme ça, avec la norme infinie. Et donc ça implique que c'est vrai pour le sup et que c'est vrai pour tous les trucs, toutes les composantes. Donc fnj tend uniformément vers fj, quel que soit j allant de 1 à d. Inversement, si c'est vrai quel que soit j, eh ben, il existe nj tel que ça. Et en prenant le sup de nj, comme tout à l'heure, je vais avoir ça. Donc le sup va être inférieur à epsilon, et donc n infini de fn de x moins f de x va être inférieur à epsilon, donc fn tend uniformément vers f. Maintenant, si n est une norme quelconque, elle est équivalente à n infini, donc on a ça. Donc là, je fais exactement la même chose. Hein. Si fn tend uniformément vers f, je le traduis comme ça, d'accord? N infini est inférieur ou égal à 1 sur alpha n de fn de x moins f de x qui lui est inférieur à alpha epsilon, donc il ne va plus rester que epsilon. Donc fn tend uniformément vers f pour la norme n infini. Maintenant, si fn tend uniformément vers f pour la norme n infini, alors quel que soit epsilon positif, etc., là je mets n infini au lieu de n, et puis là je choisis ça. N va être inférieur ou égal à bêta n infini, d'accord? Mais comme le n infini lui est inférieur à epsilon sur bêta, je vais trouver ça, donc fn tend uniformément vers f pour la norme grand N. E, un R espace vectoriel de dimension finie, B, une base de E, n infini, la norme du sup, on sait que toutes les normes sont équivalentes sur E, qui est de dimension finie, et on sait que si n est une norme, alors En est complet. Tous les espaces vectoriels de dimension finie. F de AB vers E, on note F1 jusqu'à FD les coordonnées de F dans B, ce qui signifie ça, notation comme ça. FJ étant une application de AB vers R. Donc on prend cette application F de AB vers E, elle est et on va démontrer la chose suivante. F est en escalier si et seulement si chaque FJ est en escalier.
f continue si et seulement si chaque FJ est continu, f continue affine par morceau si et seulement si chaque FJ est continu affine par morceau, f continue par morceau si et seulement si chaque FJ est continu par morceau, f réglé si et seulement si chaque FJ est réglé. Démonstration, bah, le petit 2 f continu équivaut à chaque FJ continu, bon c'est déjà connu. 1. Alors on suppose donc que f en escalier, on prend une subdivision, f est constante sur chaque truc comme ça, donc chaque FJ qui est pi rond f, hein, pi c'est la jème projection, est forcément constante sur chaque AB, donc FJ est en escalier. Réciproquement, si chaque FJ est en escalier de subdivision sigma j associée, on réunit les subdivisions pour obtenir une subdivision qui est associée à chaque FJ. FJ est constante égale lambda j sur chaque, alors c'est pas x corps, hein, c'est AK, sur chaque AK plus 1, K compris entre 0 et n-1, donc F est constante égale à la somme de 1 AD des lambda j e j sur chaque AK plus 1, c'est AK. Donc F est en escalier. Donc c'est fini. 3. On suppose F continue affine par morceau, donc continue, donc chaque FJ est continu. On prend une subdivision de AB associée à F. F est affine sur AK plus 1, donc on a ça. D'accord. Et ça va impliquer, je l'appelle 1. Ça implique ça pour chacune des composantes. C'est-à-dire il suffit de remplacer F par FJ, F ici par FJ, partout F par FJ. Quel que soit J allant de 1 à D. Ce qui implique que FJ est affine sur chaque AK plus 1. Donc, comme en plus elle est continue sur AB, FJ est continue affine par morceau. Réciproquement, si chaque FJ est continue affine par morceau, chaque FJ est continue, donc F est continue, soit sigma J associé à FJ, et on réunit comme on a fait avant. Donc sigma est associé à chaque FJ, et FJ est affine sur AK plus 1, ça va nous impliquer ça. On va avoir ça, d'accord? On fixe AK, on va avoir ça, quel que soit J. Donc on va avoir ça, parce que c'est équivalent en fait. Dire ça, ça équivaut à ça, quel que soit J. Voilà. Donc, ça fait que F est continue, affine par morceau, puisqu'elle est affine et qu'en plus elle est continue. Petit 4, elle est affine sur chaque segment. F continue par morceau de subdivision associée. Bon, c'est toujours pareil après les démonstrations. F est donc continue sur chaque truc comme ça. Donc FJ est continue sur chaque. F de AK+, la limite à droite en AK existe. Donc elle existe pour chacune des coordonnées. En fait, la limite de FJ de X quand X tend vers AK+, c'est la limite de πj rond F de X quand X tend vers AK+. Et ça existe bien parce que πj est continu et c'est égal à πj rond F de AK+. Donc on a ça. De même, on a la même chose pour la limite à gauche, quel que soit J allant de 1 à D et K allant de 1 à N. Donc chaque FJ est continu affine par morceau. Fin de la démonstration du 4, la réciproque. Si chaque FJ est continu par morceau avec une subdivision sigma J, on les réunit, on obtient une subdivision où FJ est continu sur chaque élément de cette subdivision. Donc F est continu sur chaque AK plus 1. Par ailleurs, FJ a une limite à droite en AK, quel que soit K allant de 0 à n-1, et quel que soit J allant de 1 à D. Donc F a une limite à droite en AK, dont les coordonnées seront les limites à droite des FJ. De même pour les limites à gauche, donc F est continu par morceau. F réglé, petit 5, équivaut à F de X plus existe quel que soit X appartenant à AB. Et F de X moins existe quel que soit X appartenant à AB, ce qui équivaut à dire que on a la même chose pour leurs coordonnées. Donc F réglé équivaut à chaque FJ réglé. F de AB vers E muni de la norme du sup
Donc on est en dimension D, avec une base et des coordonnées de F, on suppose F en escalier. Sigma, une subdivision associée à F, on a déjà vu que les FJ sont en escalier et que sigma est associé à chaque FJ de plus, c'est ça qu'on va démontrer. L'intégrale de F est égale à ça, c'est-à-dire qu'elle a pour coordonnées les intégrales des FJ. Démonstration, si on a cette subdivision, la somme de F est égale à la somme des xk plus 1 moins xk, fk où fk est la valeur constante de f sur ak plus 1. Fk appartient à E. Fk a pour coordonnées les fkj. Donc, somme de AB de f dt est égale à ça. Et là, je renverse les j et les k, puisqu'on est en nombre fini pour chacun, il n'y a aucune difficulté. Et donc, ça me fait ça. Et donc, là, je repère que j'ai l'intégrale de fj sur AB, parce que fj prend la valeur fjk sur ak plus 1. Donc, j'obtiens somme de j égale 1 à d, de somme des AB, des fj de t, dt, ej. Donc là, je vois bien que l'intégrale a pour coordonnées les intégrales TFJ. F de AB vers un espace vectoriel normé EN de dimension finie, D supérieur ou égal à 1 avec une base et composante de F relativement à cette base. F est intégrale si et seulement si chaque composante est intégrale, et alors l'intégrale de F a pour coordonnées les intégrales des FJ. Démonstration, d'abord avec N égale la norme infinie, la norme dessus. On suppose que F est intégrable pour cette norme, donc il existe des suites de fonctions en escalier vérifiant ça, d'accord, et ça. Donc le sup de ça est inférieur ou égal à θn de x, quel que soit x appartenant à B. Donc ça, c'est inférieur ou égal à θn de x, quel que soit x appartenant à B. Et on a ça. Donc on voit que chaque FJ est intégrable. Et la somme des FJ va être égale à la limite de somme des phi NJ de t et t. Ça, c'est très important pour démontrer la fin. Pour le moment, je démontre que ça, mais ça va me servir dans la fin. Réciproquement, supposons que chaque FJ soit intégrable. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe phi j, θj en escalier, tel que l'on est ça. D'accord? Alors, phi, avec ces composantes-là, bah, c'est une fonction en escalier, puisque toutes les composantes sont en escalier, et θ égale somme des θj, qui est positive, est aussi en escalier. Valeur absolue de fj de x moins fj de x est inférieure ou égale à θj de x, donc inférieure ou égale à θ de x, quel que soit x appartenant à B. Donc le sup de ces trucs-là va être inférieur ou égal à θ de x. Et donc n infini de f de x moins phi de x est inférieur ou égal à θ de x, quel que soit x appartenant à AB. Et la somme de AAB des θ x de x, c'est la somme de j égale à AD des sommes des AAB de θj de x. D'accord? Mais donc il y a des éléments qui sont tous inférieurs à epsilon sur d. Epsilon sur d. D'accord? Donc ça fait inférieur à epsilon, donc f est intégral. Soit n une norme quelconque sur E, on va montrer que f est intégrable pour cette norme, si et seulement si f est intégrable pour la norme infinie. On est en dimension finie, donc n est équivalente à n infini, donc il existe alpha, bêta positif tel que l'on est ça. Supposons f intégrable pour la norme n, je traduis ça comme ça, il existe phi, θ en escalier, vérifiant ça, d'accord? Et là je mets alpha epsilon parce que je vais prendre n infini de f de x moins phi de x, qui est inférieur ou égal, d'après ça, à 1 sur alpha n de f de x moins phi de x, donc inférieur à 1 sur alpha θ de x, je peux mettre égalité si je veux, hein. Et cette fonction 1 sur alpha θ, que j'appelle θ', est en escalier positif, et sa somme est égale à 1 sur alpha somme de AB de θ, qui est inférieur à elle à alpha epsilon, donc ça va être inférieur à epsilon. Donc f est bien intégrable pour la norme n infinie. Réciproquement, supposons qu'elle soit intégrable pour la norme n infinie. Je traduis ça comme ça. En fait, c'est la même chose.
Mais cette fois-ci, je choisis ici epsilon sur bêta. N de f de x moins phi de x va être, je suis perdu, voilà, inférieur ou égal cette fois-ci à bêta n infini de f de x moins phi de x, donc inférieur ou égal à bêta θ x, quel que soit x appartenant à b, θ' égale bêta, θ est un escalier positif, et la somme de a à b θ' égale bêta somme de a à b θ, qui va être du coup inférieur à epsilon. Donc f est intégrable pour la norme n. Conclusion, on a démontré d'une part que f de AB que f intégrable pour la norme n équivaut à dire que f est intégrable pour la norme n infinie. Mais dans la première partie, on avait démontré que e intégrable pour la norme n infinie équivaut à chaque fj est intégrable, quel que soit j quel que soit j allant de 1 à d. D'accord? Donc on a démontré la première partie de la proposition. Maintenant, il nous reste à prouver ça, mais c'est presque fait. Fin de la démonstration, il s'agit de montrer ça. On prend n égale n infini. On a vu en début de démonstration qu'il existe des suites en escalier. Vérifiant ça, et donc l'intégrale de f est égale à la limite de l'intégrale de a à b de phi n de t dt. Mais phi n étant égal, ayant pour coordonnées phi n1 jusqu'à phi nd, chaque fj, on l'a vu, est intégrable, et somme de ab de fj de t dt est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de somme de a à b de phi nj de t dt. On l'a vu ça dans la démonstration. Phi n est en escalier, donc somme de a à b de phi n de t dt a pour coordonnées somme de a à b de phi nj de t dt. Je dis allant entre 1 et d. Ça tend vers somme de a à b de f de t dt, et ça tend vers somme de a à b de fj de t dt. D'où on déduit que somme de a à b de f de t dt a pour coordonnées somme de a à b de fj de t dt. Voilà, ça limite quand n tend vers plus l'infini. Donc somme de a à b de f de t dt est égale à somme de j égale 1 à d des intégrales des fj multipliées par ej, d'où le résultat. Cas des fonctions maintenant de a, b dans c. Alors, ce sont des choses qu'on pourrait redémontrer entièrement à la main, mais puisqu'on a fait les choses dans des espaces vectoriels de dimension finie, on va l'utiliser. C est un R espace vectoriel de dimension 2, de base 1i. La norme utilisée sur C, c'est évidemment celle qui est définie par n de x plus y, xy appartenant à R égale module de x plus y, égale racine de x2 plus y2, c'est une norme euclidienne. Hein. Et C, pour cette norme, c'est-à-dire, est un R espace vectoriel de dimension 2. F de AB vers C, F est égal à partie réelle de F plus I partie imaginaire de F. Vous savez que partie réelle de F, partie imaginaire de F, vont de AB vers R, sont les coordonnées en fait de F relativement à la base 1i. Alors F, donc on applique les résultats qu'on a vus précédemment. F en escalier, ça équivaut à dire que partie réelle de F, partie imaginaire de F sont en escalier. F continue, si et seulement si partie réelle, partie imaginaire de F sont continues. F continue affine par morceau équivaut à dire que partie réelle de F, partie imaginaire de F sont continues affines par morceau. F continue par morceau équivaut à dire que partie réelle de F, partie imaginaire de F sont continues par morceau. F réglé équivaut à dire que partie réelle de F, partie imaginaire de F sont réglées. F intégrable équivaut à dire que partie réelle de F, partie imaginaire de F sont intégrables. Et on a alors somme de A à B de F de T dt qui est égale à somme de A à B de partie réelle de F plus I, somme de A à B de partie imaginaire. F de A à B vers C, alors F intégrable implique que le conjugué de F est intégrable et que module de F est intégrable. De plus, l'intégrale du conjugué est égale au conjugué de l'intégrale et le module de l'intégrale est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Démonstration, c'est évident, hein, F est intégrable, donc la partie réelle, la partie imaginaire le sont. Ce sont des fonctions à valeur réelle. F, le conjugué est égal à partie réelle de F plus I fois, enfin moins I fois imaginaire de F, donc je peux l'écrire comme ça.
Ça c'est intégrable puisque ça et ça c'est intégrable, le moins ça ne change rien. Et donc somme de A à B de f bar est égale à la somme de ça. Et la somme de ça, on sait que, parce que là on a la partie réelle, et puis moins imaginaire de f, c'est la partie imaginaire, donc ça fait exactement ça. Ça c'est des réels, ça c'est un réel aussi, c'est intégral. Donc c'est le conjugué de somme de A à B de partie réelle, plus I somme de A à B de partie imaginaire. Et ça, c'est quoi? C'est exactement somme de A à B de f. Donc j'ai bien le résultat. Pour le deuxième, la norme est égale au module de z sur c, donc f intégrale implique que le module de f est intégral, et le module de l'intégrale est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Ça a déjà été vu. fg de fonction intégrable, valeur dans c, alors fg est intégrable, démonstration, on pose f1, la partie réelle, f2, g1, g2, tout ça, c'est des fonctions à valeur dans R qui sont intégrables parce que f et g sont intégrables. On écrit fg est égal à ça, et là on va séparer partie réelle, partie imaginaire. Comme f1, g1, f2, g2 sont intégrables, ces deux fonctions-là sont intégrables de A, B vers R, et donc fg est intégrable. Théorème, on considère l'application psi définie sur E croix E. Alors E, c'est l'ensemble, l'espace vectoriel des fonctions intégrables de A, B vers R. Donc à deux fonctions fg, on associe psi de fg égale, qu'on note comme ça, égale somme de AB de f de t, g de t, dt. Bon, c'est une forme bilinéaire symétrique positive. Alors n de f égale psi de ff, enfin racine carrée de psi de ff, est une semi-norme sur E. Alors semi-norme, ça veut dire ça, ça et ça. Qu'est-ce qui manque? Il manque n de f égale 0 implique f égale 0. Bon, n de 0, ça fait 0 évidemment, mais la réciproque est fausse. C'est-à-dire qu'il existe f appartenant à E, f différent de 0, et n de f égale 0. On va en parler après. Démonstration, donc, que c'est une forme linéaire symétrique. Bon, classique, hein, on étudie ça. On utilise la linéarité de l'intégrale et ça marche. La symétrie est évidente. F au carré est intégrable positive, donc on a bien ça qui est positif. Donc on a bien une forme linéaire symétrique positive. Donc n est une demi-norme. On pourra l'affirmer, puis ça y est, terminé. Bon, on peut le redémontrer, ça. Et pour le redémontrer, il faut démontrer d'abord l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on a ici. Alors, soit x appartenant à R, on considère le polynôme p de x égale n de xf plus g au carré, qui est évidemment supérieur ou égal à 0, puisque ça c'est la norme, donc elle est positive. P de x est égal à ça, et quand je développe, ça fait ça. Donc alors, si ff est différent de 0, c'est-à-dire si nf est différent de 0, on a un polynôme du second degré, et comme c'est positif, quel que soit x appartenant à R2, on peut affirmer que le discriminant est négatif. D'où on trouve facilement le résultat. D'accord? Et on peut même dire que P de x est égal à 0, c'est seulement si delta, c'est-à-dire P de x égale 0, ça équivaut à ça. Donc il existe une solution si et seulement si delta est égal à 0, c'est-à-dire ça. Deuxième cas, nf égale 0. À ce moment-là, le P de x, ça c'est nul, donc il reste plus que ça. D'accord? Il est supérieur ou égal à 0, quel que soit x. Donc ça implique que le produit fg, il ne faut pas dire produit scalaire, hein, parce qu'elle n'est pas définie positive. Et c'est pas une norme d'ailleurs à cause de ça. Ça implique ça. Pourquoi? Parce que si fg était différent de 0, eh bien on prendrait grand X inférieur à moins produit gg divisé par 2 produit fg, et à ce moment-là, on aurait ici négatif. On a donc fg égale 0, et donc comme on avait nf égale 0, hein, puisqu'on est dans ce cas-là, eh bien on a bien une égalité. Alors p de x, lui, il sera égal à 0, évidemment. P de x, il est où déjà? Il est là. D'accord? Ça c'est nul. À p de x, il sera égal à 0 si norme de g est nulle. Hein, voilà. Bon, on s'en fiche de ça. Conclusion, l'essentiel c'est que dans les deux cas, on a bien ça. On va maintenant prouver l'inégalité de Minkowski.
Donc voilà, c'est facile, on fait n de f plus g au carré, on développe, et puis ben, il y a juste à dire que ça c'est plus petit que ça, d'après ce qu'on vient de voir, et ça on reconnaît une identité remarquable. Ensuite on prend la racine carrée, c'est terminé. Et donc c'est bien une semi-norme. Et en plus, donc on a démontré deux choses. D'accord? Alors c'est pas une norme, il suffit de considérer cette fonction nulle partout sauf en B ou à vaut 1. Si x égale B, je vais plutôt mettre B. Alors elle est nulle sauf en B, donc intégrable. Et n de f c'est la norme de 0 en fait, donc c'est ça. Et donc c'est 0. Donc on a n de f égale 0, mais pourtant f est différent de 0. D'accord? Donc n n'est pas une norme. On garde les notations précédentes. On a en fait un produit scalaire quand on le restreint à l'espace des fonctions continues sur AB. Il suffit en fait de démontrer que n de f est une norme. D'accord? Et par ailleurs, on a cette équivalence. Donc l'égalité si et seulement si f, g sont collinéaires. Et nf plus g égale nf plus n de g implique que f et g sont collinéaires. Mais la réciproque est fausse. Petit 1, nf égale 0 équivaut à ça, f est continu, f2 aussi est positif, on a vu qu'à l'heure f2 égale 0, donc f égale 0, donc on a bien une norme et un produit scalaire. Supposons maintenant qu'on met ça, et f différent de 0. n est une norme, donc n de f est différent de 0. On a vu précédemment à ce moment-là que le polynôme ici avait une solution lambda en x, donc on a cette relation. n de lambda f plus g est égal à 0, ce qui implique lambda f plus g égale 0, donc g est égal à moins lambda f. Au lieu d'avoir lambda, j'ai moins lambda. J'échange lambda en moins lambda. En tout cas, je vois que f et g sont liés. Alors évidemment, si f égale 0, f égale 0g, donc f et g aussi sont liés. Réciproquement, si g est égal à lambda f, alors quand je prends le produit scalaire, ici il est égal à ça, donc à ça, donc à ça, donc à ça, et donc à ng fois nf, idem si f égale lambda g. Donc on a bien cette équivalence. Par contre ici, ça ne se passe pas aussi, on n'a pas l'équivalence. Alors ça équivaut évidemment à dire ça, ce qui équivaut à dire ça. Là je développe comme j'ai fait tout à l'heure, et je simplifie, il y a un n de f au carré qui apparaît, un n de g au carré qui apparaît, il va rester ça. Ce qui équivaut à dire ça. Ça implique que f et g sont liés, on vient de le voir. Mais la réciproque est fausse. C'est-à-dire qu'on peut avoir f, g lié et n de f plus g qui n'est pas égal à n de f plus n de g. Je prends f comme ça, je continue, différent de 0. G est égal à moins f, donc continue aussi, différent de 0. F et g sont liés, f plus g égale 0. n de f plus g est donc égal à n de 0 égale 0. Mais n de f plus n de g, c'est 2 fois n de f égale 2 somme de a à b de 1 dt, donc égale 2 facteurs de b moins a. D'accord? Et donc, ça c'est strictement positif, donc c'est pas égal à n de f plus g. Fg de AB vers C intégrable. On définit cette fonction, donc psi de Fg, qu'on va noter comme ça, qui est égale à somme de f bar g. Donc ça appartient à C. C'est une forme sesquilinéaire en vérifiant produit GF est égal à conjugué de produit Fg. C'est donc une forme hermitienne positive car psi de f1 est supérieur ou égal à 0. Psi est défini sur l'espace E croix E, où E est le C espace vectoriel. J'en dirai deux mots après ça. Des fonctions intégrables de AB vers C. N de f est égal à racine carrée du produit ff est une semi-norme sur E, mais pas une norme. Alors on va démontrer ça, on prend trois fonctions FGH, lambda mu appartenant à, pas à R, mais à C, et on considère lambda f plus, donc lambda f plus g appartient à E, et ce produit-là est égal à quoi? Il est égal à ça fois h, donc ça plus ça, et donc ça fait lambda par somme de f bar h plus mu bar
somme de G bar H, et donc ça fait lambda bar FH plus mu bar GH. Et H, c'est pas symétrique ici. D'ailleurs, on va le voir après. Donc je suis obligé de faire ça. Et ça ne fait pas la même chose. C'est somme de H bar fois lambda F plus mu G. Donc ça fait lambda somme de H bar F plus mu somme de H bar G. Donc ça fait lambda produit HF plus mu produit HG. Donc ça nous fait une forme sesquilinéaire. GF est égal à somme de G bar F. Donc ça, c'est le conjugué de la somme de GF bar. D'accord? Et donc, ça on l'a vu avant, est égal au conjugué du produit FG. Donc ça nous fait une forme hermitienne. Et enfin, ça c'est égal à ça, mais f bar f est une fonction intégrale positive, donc le résultat est positif. Donc phi est positive et n est une demi-norme. Pour la... Alors, je vais redémontrer que c'est une demi-norme. On montre d'abord l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors ça, c'est pas dur parce qu'on a déjà vu une inégalité de Cauchy-Schwarz avec des fonctions réelles. Donc, module du produit FG est égal à module de somme de A à B de F bar G. On sait que ça, c'est inférieur ou égal à somme de A à B de module de F bar G, qui est égal à somme de A à B de module de F fois module de G, qui est inférieur ou égal, et ça, c'est ça que je sais. Là, j'ai une fonction positive, une fonction positive. Donc, c'est inférieur. Là, j'utilise Cauchy-Schwarz avec les fonctions réelles. D'accord? Déjà vu. Voilà. Et donc, ça, c'est, je fais apparaître n de f, n de g. D'où le résultat. Puis l'inégalité de Minkowski, qui va être l'inégalité triangulaire. Donc, j'étudie n au carré de f plus g, puis je développe. Mais attention, ces deux-là ne sont pas égales. Ces deux-là, elles sont conjuguées. Donc, ça fait deux parties réelles du produit FG. Donc, c'est inférieur ou égal à deux modules de FG. Le résultat connu sur les complexes. Donc, inférieur ou égal à 2 n de f, n de g, d'après Cauchy-Schwarz. Donc, j'obtiens que n au carré de f plus g est inférieur ou égal, je reconnais ici l'inégalité, je reconnais ici a plus b au carré, donc l'identité est remarquable, et donc c'est ça. Donc, ça implique que n de f plus g est inférieur ou égal à n de f plus n de g. C'est évident. Donc, j'ai ça. Pour lambda appartenant à C, j'ai n de lambda f qui est égal à ça. Je sors ce lambda-là, donc ça fait ça. Puis je sors l'autre, donc ça fait ça. Et donc, j'obtiens ça, et je prends la racine carrée, ça fait ça. Et j'ai enfin ça. Donc, j'ai bien une semi-norme, pas une norme, parce que si je prends la fonction f partout nulle sauf en 1, elle est en escalier, peu importe, de 0 à 1 vers C, donc intégrable. F bar f qui est égal à module de f au carré est borné, inférieur ou égal à 1. Nul partout sauf en 1, donc intégrable, et son intégrale est nulle. Et comme son intégrale est nulle, donc ça fait dire que n de f est égal à 0. Oui, alors ici, AB, c'est 0. Alors, voilà. Mais f est différent de 0, puisque f de 1 n'est pas égal à 0. D'accord? Donc, c'est pas une norme. Donc, c'est pas une norme. Remarque que le corps C est aussi un C espace vectoriel de dimension 1, soit E l'espace vectoriel des fonctions intégrables de AB vers C. Si lambda appartient à C, donc lambda égale A plus IB avec A plus B, A et B appartient à R, alors F est un A et F intégrable de AB vers C, lambda F est égal à ça, et donc intégrable de AB vers C. L'espace vectoriel des fonctions intégrables de AB vers C est un C espace vectoriel. On a besoin pour définir la forme hermitienne. L'ensemble CAB des fonctions continues de AB vers C est un C sous-espace vectoriel du C espace vectoriel des fonctions intégrables de AB vers C, c'est évident. Et la restriction du produit FG à cet espace fois lui-même est non dégénérée parce que produit FF bar égale 0 équivaut à F égale 0 si F est continu, on va le démontrer. Donc n de f égale racine carrée de somme de A à B de module de f au carré est une norme sur cet espace.
Et C est un espace préhilbertien complexe. Voilà, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de dimension finie. C'est un espace préhilbertien complexe. Voilà, basta. Démonstration. Bah, il suffit de prouver que l'on a ça. La réciproque est évidente. Eh bien, ff égale 0 équivaut à ça, mais cette fonction-là, c'est une fonction positive donc et continue. Donc, on sait que l'intégrale est nulle si et seulement si module de f au carré est égal à 0, c'est-à-dire f égale 0 donc n est une norme sur cet espace, et donc on a tout démontré. Voyons maintenant les rapports entre l'intégrale de Riemann et celle de Lebesgue. Donc f est défini sur l'intervalle fermé AB, à valeur dans R, et on la suppose bornée. Alors f est Riemann intégrable si et seulement si l'ensemble des points de discontinuité de f est Lebesgue nébulaire. C'est une démonstration assez longue qui va se passer en plusieurs parties. Première partie, on remarque que si V est, enfin, on donne une définition, si V est inclus dans AB, on appelle situation de f dans V le réel oméga fv égale sup de ça, qui existe parce que f est borné, donc ça c'est inférieur ou égal à 2 fois m si f est borné par m. Donc c'est bien majoré, donc ce truc-là existe. Si x appartient à i, alors i c'est AB, bien sûr, i c'est AB. La situation de f en x, c'est oméga fx est égal à 1 des oméga fv pour v appartenant à v de x, c'est-à-dire v voisinage de x. F continue en x0, alors ça on sait que ça veut dire, si f est continu en x0, que quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de x0 pour lequel, dès que x appartient à v, on a ça. Alors si xy appartiennent à v, on va avoir, grâce à l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, et donc je vois que oméga fv est inférieur ou égal à epsilon. Réciproquement, si oméga fv est inférieur ou égal à epsilon, alors pour x appartenant à v, f de x moins f de x0 sera inférieur ou égal à epsilon. Donc je vois que dire que f est continu en x0, ça équivaut à dire ça. Ce qui équivaut à dire que l'inf des oméga fv va, pour v appartenant à x0, eh bien, va être égal à 0, parce que je peux faire tendre epsilon vers 0. Ce qui équivaut à dire donc que oméga f de x0 est égal à 0. H positif, on note EH, l'ensemble des x appartenant à v, tel que oméga fx supérieur ou égal à h. Et on va voir que c'est infirmé, en effet, si on prend x appartenant à l'adhérence de h, quel que soit v un voisinage ouvert de x, il existe y appartenant à EH et à v. Donc oméga fy va être supérieur ou égal à h. Et comme oméga est un ouvert, oméga fv va être supérieur ou égal à h parce que v est aussi un voisinage ouvert de y. Donc je vais avoir oméga fx qui sera supérieur ou égal à h, donc x appartient à EH, et donc l'adhérence de h qui est inclus dans EH, et donc EH qui est fermé. Soit E l'ensemble des x où f n'est pas continu en x. X, dire que x appartient à E, ça équivaut à dire que oméga, grâce à ce que j'ai dit avant, quand c'est continu si et seulement si ça. Donc, c'est pas continu quand on a ça. Ce qui veut dire qu'il existe un n tel que oméga fx est supérieur ou égal à 1 sur n, et on voit tout de suite que E est inclus dans l'union des E 1 sur n. Alors, supposons que f soit Riemann intégrable, soit h positif. Montrons que h négligeable. Comme ça, tous ceux-là seront négligeables, et donc E sera négligeable. Il existe une subdivision sigma 1, sigma 2 de AB avec des fonctions en escalier associées f1, f2, vérifiant ça, est telle que la différence entre leurs intégrales soit inférieure ou égale à epsilon h sur 2. Ça, c'est une propriété de l'intégrale de Riemann. En prenant la réunion des deux subdivisions, ça revient à prendre dès le départ la même subdivision, que je note comme ça, et à ce moment-là, ça veut dire ça. Ce truc-là,
Ça veut dire ça. Voilà. Chaque MI moins MI, alors MI c'est parce que sur l'intervalle xi plus 1, eh bien la fonction f1 prend la valeur MI, petit MI, et l'autre grand MI. Donc chaque MI moins MI est supérieur ou égal à oméga de f sur cet intervalle-là, car sur cet intervalle-là, f de x est compris entre MI et grand MI. Donc je vois que somme de 0 à n-1 des UI, alors j'aurais dû dire ce que c'est que UI, et bon, je vais dire après, UI c'est xi plus 1 moins xi. UI égale xi plus, c'est pour simplifier l'écriture. Voilà. Ah ben je l'avais mis ici, d'accord. Donc ça veut dire que somme des UI oméga f ji va donc être inférieur ou égal à epsilon h sur 2. Oui, parce que donc ça c'était rendu petit que epsilon h sur 2, et ça je viens de dire que ça c'est supérieur ou égal à ça. Donc effectivement j'ai bien la somme de ça qui est comme ça. Donc avec J et UI. Si J contient un X appartenant à H, alors je sais que oméga fx est supérieur ou égal à H, hein, d'accord, par définition. Donc oméga fj va être supérieur ou égal à H, parce que J c'est un voisinage ouvert de X, bien sûr. Soit delta, l'ensemble des cas qui appartiennent à ça, tel que JK contient un X appartenant à H. La somme, pour K appartenant à delta, des UK oméga FJK va donc être supérieure ou égale à la somme des UK H, d'après ce que je viens de voir précédemment, c'est à cause de ça. Donc la somme des UKH pour K appartenant à delta, qui est inférieure évidemment à la somme de 0 à n-1 des UI oméga FJ, va être inférieure, et ça c'est inférieur ou égal à epsilon H sur 2. D'où je vois, en simplifiant par H entre ces deux-là, que la somme des UK pour K appartenant à delta est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Bon, mais de plus, si je prends les x0, xn, c'est-à-dire les autres qui appartiennent à AB, hein, les extrémités, c'est un ensemble fini, et donc on peut le rendre inclus dans une réunion finie d'intervalles dont la somme des longueurs est inférieure à epsilon sur 2. Hein, puisqu'ils sont au nombre de n plus 1, il suffit d'entourer chaque xi par un intervalle de longueur inférieure à epsilon sur 2 facteurs de n plus 1. Une autre façon de dire, c'est que comme c'est fini, c'est négligeable. Enfin bon, le mieux c'est de faire comme je venais de dire avant. Donc je vois qu'à ce moment-là, EH donc, qui contient des points qui sont dans les intervalles ouverts xi et xi plus 1, c'est-à-dire dans les j, hein, que j'avais noté tout à l'heure, mais qui peut aussi contenir des xi, va être recouvert par des intervalles dont la somme des longueurs est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Ça, c'est quand ce sont des points qui appartiennent aux intervalles ouverts xi plus 1. Et puis, aussi inférieur à epsilon sur 2 ici, quand ce sont des points là-dedans, hein, éventuellement quand dans E, il y a de ces points-là. Donc au maximum, je vais les mettre dans des intervalles dont la somme des longueurs est epsilon, est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc ça veut bien dire que EH est négligeable. EH est donc négligeable quel que soit H positif, donc E1 sur N est négligeable quel que soit N appartenant à N étoile, donc E qui est la réunion des E1 sur N, qui est une réunion des nombres d'ensemble négligeable, et donc négligeable. Réciproquement, on suppose que l'ensemble E des points de discontinuité de F est négligeable. Soit epsilon positif, E epsilon est fermé, inclus dans AB, donc compact. Si x appartient à E epsilon, alors oméga fx est supérieur ou égal à epsilon, donc f n'est pas continu en x, donc x appartient à E, donc E epsilon est inclus dans E, qui est négligeable, donc E epsilon est négligeable. Donc il va être inclus dans une réunion
des intervalles A, I, B, I, où la somme des longueurs de ces intervalles est inférieure ou égale à epsilon. On peut trouver des intervalles comme ça. Quitte à regrouper les A, I, B, I qui ont des points communs, on peut les supposer 2 à 2 disjoints et les réordonner. Et si A appartient à celui-là, on remplace ça par ça, ils viennent pour B. On note J les intervalles qu'on a obtenus. Et on considère K qui est AB moins l'union des J qu'on vient obtenir. Donc c'est un fermé inclus dans AB, donc compact. Réunion des BI à I plus 1, éventuellement ce qu'on avait fait ici. Si x appartient à k, f est continu en x, donc oméga fx égale 0, donc il existe un voisinage ouvert de x, on peut prendre sous forme d'intervalle ouvert en fait, appartenant à v de x, tel que oméga f vx est inférieur à epsilon. On a alors un regroupement du compact BI, un recouvrement, pardon, du compact BI AI plus 1, le compact que j'appelle KI, éventuellement ça peut être ça, par les ouverts Vx, X appartenant à KI. Comme KI est compact, on peut en extraire un sous-recouvrement fini, que je vais noter Vxm. Donc pour chaque I, en fait, il y aura une subdivision comme ça de KI, telle que oméga f sur cet intervalle-là va être inférieur à epsilon. Alors pourquoi est-ce qu'il va être, si j'appelle I, K, cet intervalle, donc là on a les Vxm sur le dessin, hein, je prends cet intervalle, donc il va y être, sur lequel il y aura une subdivision. Il faut bien voir comment elle est faite cette subdivision. On prend tous les Vxm, on les regroupe, et puis après on fait les petites subdivisions. Et les subdivisions, en fait, chaque intervalle de cette subdivision va être inclus dans un Vx. Donc en fait, l'oscillation sur un petit intervalle comme ça, qui est donc égal à ça, va être inférieur ou égal à sub de ça, pour ça, parce que le IIK ici, il est dans Vxm. D'accord? Chaque IIK est dans un Vxm. Donc ça sera inférieur à epsilon. Donc si on réunit maintenant la subdivision qu'on avait au départ de AB, et puis les subdivisions des KI qu'on vient d'obtenir, on va obtenir une subdivision de AB, hein, d'accord, qui est plus fine, hein, telle que TK plus 1 est un AIBI, ou bien un truc comme ça. Voilà. Donc on va considérer les fonctions en escalier F1 F2 de subdivision sigma, hein, sigma c'est cette subdivision, telle que, bon, F1 c'est l'inf des valeurs prises par F, et puis sur chaque intervalle, et puis F2 c'est le sup, sur chaque intervalle, d'accord, et donc F1 est évidemment inférieur ou égal à F2, et l'intégrale de F2 moins F1 va être égale à ça. Alors, il faut bien comprendre que sur cet intervalle-là, MI moins MI, c'est l'oscillation de F sur cet intervalle. Et cette oscillation elle va être plus petite que epsilon si l'intervalle est inclus dans K. Et sinon, on ne sait pas dire, elle est plus grande que epsilon, mais disons qu'elle est plus petite que l'oscillation de F sur AB. D'accord? Que je peux appeler A et que je peux mettre supérieur à 0. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cas-là, c'est pas trop un problème parce que la somme des TI plus 1 moins TI est inférieure à epsilon. Parce que quand on est là, ça veut dire que, oui, c'est ça, on est dans E epsilon. Et donc la somme ici est inférieure ou égale à epsilon. Donc quand on va faire, dans cette somme-là, quand on va considérer les intervalles qui sont dans ce cas-là, qui sont dans E epsilon, hein, eh bien ici, ça va être supérieur ou égal à 1, mais ça, la somme, non, ça va être supérieur, ça va être inférieur ou égal à 1, mais la somme de cela va être inférieure à epsilon. Donc, quand je vais faire cette somme, dans cette somme, il va y avoir cela justement, donc ça va donner inférieur ou égal à 1 epsilon, et puis il y a les autres. Alors pour les autres, l'oscillation est inférieure à epsilon, d'accord? Et il faudrait faire epsilon, donc il faudrait dire que c'est inférieur à epsilon
facteur de la somme des TI plus 1 moins TI en question. Mais bon, cette somme, de toute façon, elle est inférieure à B moins A, donc je peux écrire ça comme ça. D'accord. L'essentiel, c'est que là, à côté d'epsilon, j'ai un réel qui est fixe, hein, qui dépend uniquement du segment AB et de la fonction f. Donc si je me donne epsilon prime positif, hein, eh bien, je vais choisir epsilon strictement supérieur à 0, inférieur à epsilon prime sur A plus B moins A, et comme ça, j'aurai l'assurance d'avoir trouvé des fonctions en escalier f1, f2, telles qui encadrent la fonction f, en fait, et telles que l'écart des deux intégrales soit inférieur à epsilon prime. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f est Riemann intégrable. On a déjà vu que la fonction f qui a x appartient à 0,1 associe 1 si x est rationnel, 0 si x est irrationnel, n'est pas Riemann intégrable. On retrouve le résultat puisque f est borné, mais que l'ensemble de ces points de discontinuité n'est pas négligeable, puisque tous les points de 0,1 sont des points de discontinuité. Donc il est égal à 0,1 de mesure 1 qui n'est pas égal à 0. Rappelons au passage que A est négligeable si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe une famille d'intervalles dont la réunion contient A et dont la somme des mesures est inférieure à epsilon. C'est-à-dire qu'on peut recouvrir par des intervalles dont la somme des mesures est aussi petite que l'on veut. Montrons que f est Lebesgue intégrable. Q est intégrable, donc négligeable. On peut le redémontrer d'ailleurs ça. Hein. Si epsilon est positif et que Q... Alors Q il est dénombrable, donc on peut l'écrire à l'aide d'une bijection entre Q et N. Hein. Et si on prend les intervalles QK moins epsilon sur 4 fois 2 puissance K, QK plus epsilon sur 4 fois 2 puissance K, de longueur epsilon sur 2 K plus 1, quand on fait la somme des longueurs de ces intervalles K, bon, on va trouver facilement 2, hein, parce que la somme de ça, c'est une suite géométrique, ça fait 2. On va trouver, pardon, epsilon, puisque ça fait epsilon sur 2 fois 2 égale epsilon. Donc j'ai Q évidemment qui est recouvert, Q inter 0,1, j'ai tout fait pour, qui est recouvert par les IK, la somme des longueurs des IK inférieure ou égale à epsilon, donc Q inter 0,1 est bien négligeable. Soit G, la fonction qui a x, je prolonge la fonction f, en mettant 0 si x n'appartient pas à 0,1. Autrement dit, f, c'est la restriction de G à 0,1. Quel que soit A appartenant à R, je note comme ça cet ensemble des x tel que G de x inférieur à A. Alors évidemment, si A est supérieur à 1, eh bien cet ensemble-là est égal à R, qui est un ouvert, donc mesurable. Si A est entre 0 et 1, comme ça, bah, l'ensemble des x vérifiant G de x inférieur à A, bon, bah, c'est quoi? Il n'y a que ceux qui ne sont pas rationnels dans 0,1 qui vont marcher, donc c'est R privé de Q inter 0,1. C'est les seuls où c'est égal à 1, en fait. Où G de x est égal à 1. Donc et Q inter 0,1 est négligeable, R est mesurable, donc R moins ce truc-là, c'est mesurable. A inférieur ou égal à 0, bah ça c'est vide, bah c'est mesurable. Donc quel que soit appartenant à R, ça c'est mesurable, donc G est mesurable, hein, parce que ça, c'est une façon facile de prouver qu'une fonction est mesurable. Alors maintenant, on va voir qu'elle est intégrable. G de x est égal à 0 presque partout, parce que 0,1 inter Q est négligeable. Donc G est Lebesgue intégrable, et la somme de G sur R est égale à 0 pour la mesure Lebesgue. A est égal à 0,1, mesurable, hein, et G est intégrable, hein, donc la restriction de G à A est intégrable sur A. Donc f est intégrable sur A, parce que f c'est la restriction justement de G à A. Et son intégrale sur A, à f, donc, va être égale à l'intégrale de G fois 1A. 1A c'est la fonction qui vaut 1 si x appartient à A et qui vaut 0 ailleurs. Des mu, alors là c'est la mesure sur A, là c'est la mesure sur R. Bon, bah G fois 1A, c'est G, hein. Donc c'est la mesure, c'est l'intégrale de G sur R équivaut à R. Conclusion, f est intégrable et l'intégrale de f sur A est égale à 0, où A est égal à 0,1.